Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un peu au peuple kurde. Alors on a souvent entendu parler des Kurdes, que ce soit pour leur lutte contre le gouvernement en Turquie ou plus récemment dans les années 2010 pour leur lutte contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Donc quand on pense aux Kurdes, on voit surtout les combattants Peshmerga ou même les combattantes qui ont été largement mises en avant dans les médias. Donc là, le but, c'est de rationaliser un peu tout ça, de comprendre vraiment qui sont les Kurdes et de retracer un peu l'histoire de leur lutte pour l'autonomie et l'indépendance. C'est parti. Alors, les Kurdes représentent un peuple d'environ 44 millions d'individus, un des plus grands peuples sans État. Ils sont répartis essentiellement entre la Turquie pour 20 millions d'entre eux, l'Iran pour 12 millions, l'Irak pour 8,5 millions et la Syrie pour 3,6 millions. Il existe également une diaspora répartie dans un grand nombre d'autres pays, mais on n'en parlera pas ici. Sachez seulement qu'elle est assez active en ce qui concerne la défense de la cause kurde. Ce peuple se rassemble autour de plusieurs facteurs communs, la religion, une majorité musulmane sunnite, la langue, même si les Kurdes parlent de nombreux dialectes différents, presque tous ont une racine commune, et divers autres traits culturels. Néanmoins, il ne faut pas le considérer comme un peuple complètement homogène. Les Kurdes ont rarement connu l'indépendance au cours de leur histoire, ils ont souvent été englobés dans des entités politiques plus grandes comme l'Empire romain ou les califats arabes, ou plus récemment l'Empire ottoman. Et justement, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman fait partie des vaincus. Et lors du traité de Sèvres en 1920, l'Empire est divisé et la création d'un Kurdistan autonome est prévue, son indépendance devant être statuée ultérieurement par la Société des Nations. Donc c'est une réelle opportunité pour les Kurdes. Mais une nouvelle guerre est menée par Mustafa Kemal Atatürk qui souhaite éviter que son pays ne soit totalement disloqué. Et cette guerre va pousser les Alliés à réviser le traité de Sèvres. Et c'est finalement le traité de Lausanne de 1923 qui prendra effet. Et dans ce nouveau traité, il n'est plus question de Kurdistan autonome, et la Turquie parvient à obtenir en gros les frontières que l'on lui connaît aujourd'hui. La Syrie passe quant à elle sous mandat français et l'Irak sous mandat britannique. Les Kurdes sont donc oubliés et divisés entre plusieurs pays, sans oublier ceux vivant toujours en Perse, l'ancien Iran. Dans les années qui suivent, les Kurdes vont avoir plutôt la vie dure. En Turquie, entre 1925 et 1935, les autorités mènent des opérations de déportation pour turquifier l'est du pays, et des rébellions ont lieu entre 1937 et 1938 à Dersim, comme en Irak entre 1931 et 1935, et entre 1943 et 1945 dans la région de Barzan. Et toutes ces rébellions sont évidemment violemment réprimées. Puis en janvier 1946 va avoir lieu un événement important en Iran. Suite à la Seconde Guerre mondiale, un concours de circonstances dont je vous passe les détails permet la création de la République de Mahabad, du nom de la principale ville de la zone kurdophone iranienne. Donc une république kurde et indépendante. Mais cette expérience va être de courte durée car elle sera écrasée par l'armée iranienne dès le mois de décembre de la même année. Néanmoins, cet épisode va être réellement symbolique pour les Kurdes, et encore plus évidemment pour les Kurdes d'Iran, car il montre qu'une terre kurde indépendante est possible. Le rêve a été touché du doigt. Ensuite, la seconde partie du XXe siècle ne va pas être tendre non plus. En 1958, la monarchie irakienne est renversée. Dans un premier temps, le nouveau régime, qui cherche à se stabiliser, fait des promesses aux Kurdes. Certains droits nationaux leur sont accordés, le PDK, principal parti politique kurde, est autorisé à poursuivre ses actions au grand jour, l'enseignement de l'histoire kurde dans les établissements scolaires est mis en place, et surtout, un système d'autonomie administrative est envisagé. Mais dès 1961, le régime se durcit à nouveau, ce qui pousse les Kurdes, PDK en tête, à la rébellion. Cette rébellion s'étend également au reste du pays, car la situation n'était pas mieux dans les zones arabes, et en 1963, ce nouveau régime tombe à son tour, après seulement 5 ans d'existence. Un nouveau est mis en place, et comme en 1958, ce nouveau régime fait également des promesses aux Kurdes, des promesses d'autonomie et d'auto-administration. Mais il n'aura pas fait durer le suspense très longtemps, puisqu'à peine 3 mois plus tard, le scénario se répète. Le gouvernement revient sur ses promesses et déclarera même en 1965 « L'Irak n'envisage pas d'accorder l'autonomie aux Kurdes, ni à présent, ni dans l'avenir ». Donc la rébellion kurde reprend, et le 20 avril de la même année est déclenchée une grande offensive dans les zones kurdes, suivie d'une autre l'année d'après dans la région de Rawandouz. Mais à chaque fois, les Kurdes d'Irak parviennent à tenir bon. Il faut noter aussi qu'à partir de 1961 environ, les rebelles kurdes d'Irak sont soutenus par l'Iran, qui est alors le grand rival de l'Irak, et qui leur fournit armes, matériel et financement. Et d'ailleurs, fait intéressant, en Iran, en 1967, a également lieu un soulèvement des populations kurdes. Et ce sont des combattants kurdes irakiens qui vont aller aider l'armée iranienne à mettre fin au soulèvement des Kurdes iraniens. Donc l'entente Iran-Kurde-Irakien va donner lieu à cette situation où des Kurdes combattent d'autres Kurdes. Puis en 1975, un accord entre l'Iran et l'Irak met fin au soutien iranien. La rébellion s'effondre et 200 000 Kurdes irakiens fuient en Iran.
La même année est créé l'UPK, parti politique kurde dissident du PDK. Je le précise car ces deux partis vont jouer des rôles importants jusqu'à aujourd'hui encore. Côté Syrie, c'est pas mieux, les Kurdes sont également traités comme des citoyens de seconde zone, et en 1962, 150 000 d'entre eux sont privés de leur nationalité syrienne, et ça représente un quart des Kurdes syriens à ce moment-là. Au nord, en Turquie, même chose, les Kurdes ne sont pas mieux considérés qu'ailleurs, et en 1978, Abdullah Öcalan crée le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, d'inspiration marxiste-léniniste, et qui va devenir le fer de lance de la rébellion kurde en Turquie. Mais attention, ce n'est ni le premier ni le seul parti pro-kurde en Turquie, même si on en entend beaucoup parler. Puis en 1980, les militaires s'emparent du pouvoir dans le pays et mènent une dure répression au global, et donc aussi contre les Kurdes. Et durant cette décennie, que ce soit sous le régime militaire ou les suivants, les Kurdes sont maintenus dans un état de sous-développement économique et culturel. Par exemple, des enfants sont envoyés en pensionnat géré par l'administration turque, où on essaie de leur faire oublier leur statut de Kurde. Et de son côté, le PKK s'organise militairement et mène une lutte armée dans le sud-est de la Turquie principalement. Cette lutte continuera également dans les années 90 et on estime qu'il y aurait eu jusqu'à 20 000 combattants kurdes simultanément. En Irak, l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein en 1979 ne va pas faciliter les choses. En 1988 a lieu ce qui sera appelé le génocide kurde. L'arme chimique est utilisée, notamment dans le village de Halabja, c'est le fait le plus connu. Il y aura 5 000 morts dans ce seul village, mais probablement plusieurs dizaines de milliers au global. 200 000 soldats irakiens se sont lancés dans les campagnes de nettoyage des Kurdes, 90% des villages kurdes sont rayés de la carte dans certaines zones, 100 000 civils sont en exode, la ville de Keladizeh, peuplée de 120 000 habitants, est évacuée et rasée en 1989, et 15 millions de mines sont posées dans la région. Aujourd'hui encore, elle est parmi les plus minées au monde. Il faut noter également qu'entre 1980 et 1988 a lieu la guerre entre l'Iran et l'Irak, et comme en 1967, des affrontements ont lieu entre Kurdes, le gouvernement irakien soutenant la rébellion kurde en Iran et le gouvernement iranien soutenant la rébellion kurde en Irak. J'appuie là-dessus car il ne faut pas penser le peuple kurde comme une entité culturelle et politique unifiée. Et vous allez le voir, c'est encore vrai par la suite. Puis on arrive dans les années 90 et là les choses vont un peu bouger pour les Kurdes d'Irak, puisqu'en 1990 et 1991 a lieu la première guerre du Golfe. Donc l'Irak, suite à son invasion du Koweït, affronte une coalition emmenée par les États-Unis. Saddam Hussein perd la guerre et, profitant de la déstabilisation du pays, les Kurdes vont mettre en place une administration autonome de fait dans le nord du pays. Alors les frontières de ce territoire vont bouger au cours des années, mais la zone sur la carte représente en gros les territoires où l'administration kurde va rester bien implantée. Le pouvoir est partagé entre les deux partis politiques dominants, le PDK et l'UPK, dont je vous parlais tout à l'heure, mais les deux ne s'entendent pas et des combats auront lieu entre les milices de chacun à partir de 1994 et jusqu'en 1998, lorsque la région sera divisée entre une zone contrôlée par le PDK et une autre par l'UPK. Donc c'est loin d'être parfait, c'est instable, mais on va plutôt vers du mieux pour la cause kurde. Puis en 2003 débute la seconde guerre du Golfe, qui entraîne cette fois la chute de Saddam Hussein. Le Kurdistan irakien est plutôt épargné par le conflit, même si de nombreux peshmergas combattent le régime de Saddam au sud et à l'ouest. Et en 2005, les Kurdes profitent encore une fois de l'instabilité du pays pour consolider leur emprise territoriale et mettre en place le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan. La région devient officiellement autonome sur certains points et Erbil en devient la capitale. Donc là, concrètement, un premier objectif est atteint. Il existe quelque part un Kurdistan autonome avec son gouvernement. Côté Turquie, la lutte s'arrête quelques années à partir de l'an 2000 suite à l'arrestation du leader du PKK Abdullah Öcalan, mais elle reprend en 2004 et jusqu'à 200 à 300 000 soldats turcs vont stationner dans le sud-est du pays. Ça représente à ce moment-là la moitié de l'armée turque. Mais en parallèle, la Turquie envisage à ce moment-là de rentrer dans l'Union européenne, et donc lâche un peu de l'Est au niveau de la démocratie, et la situation finit par s'adoucir un peu, les Kurdes gagnant même des sièges au Parlement. Il faut aussi noter que durant les années 2000, le PKK abandonne peu à peu le marxisme-léninisme et se réfère de plus en plus à un communalisme libertaire et écologiste, inspiré de l'écrivain américain Murray Bookchin. Alors ce qu'il faut retenir de ça, c'est que cette nouvelle idéologie laisse de côté le nationalisme kurde et est beaucoup plus incluante vis-à-vis des autres communautés. Du côté de la Syrie est créé en 2003 le PYD, le Parti de l'Union démocratique. Il est affilié au PKK, donc ils sont sur la même ligne idéologique. Et ce parti joue toujours un rôle central en Syrie aujourd'hui. En parallèle, des révoltes ont lieu, notamment en 2004 à Deir ez-Zor, où la répression est dure. Même chose en Iran, l'armée bombarde des positions de rebelles kurdes iraniens basés en Irak en 2007 et 2009. Puis on arrive dans la décennie 2010, et là les choses commencent à sérieusement bouger. En 2011, la révolte contre le régime de Bachar al-Assad en Syrie débute. Mais les Kurdes de Syrie ne se rallient pas à l'opposition syrienne qui combat Bachar, car celle-ci est proche du régime turc. L'armée syrienne libre de l'opposition a par exemple ses bases arrières dans la région turque de Hatay. En gros, vous avez un jeu d'alliance qu'on peut simplifier comme ça.
L'opposition syrienne combat le régime syrien et est proche du régime turc. Le régime turc combat le PKK. Le PKK est proche du PYD, donc le PYD respecte une sorte de pacte tacite de non-agression avec le régime de Bachar. Et de son côté, Bachar ne souhaite pas non plus ouvrir un nouveau front face aux Kurdes. Il a déjà assez à faire avec les dizaines d'autres groupes rebelles, dont certains s'aggloméreront pour créer l'État islamique. Donc ça l'arrange bien pour le moment. Et il redonne même la nationalité syrienne à 300 000 Kurdes et libère certains opposants politiques. Mais dès 2012, l'armée syrienne n'est plus en mesure de contrôler l'ensemble du territoire, et le nord-est, qui est appelé le Rojava, se retrouve contrôlé par les forces kurdes du PYD et leurs alliés. La Turquie s'inquiète alors de voir se créer un nouveau territoire kurde autonome à sa frontière, et étonnamment, le Rojava n'est pas non plus vu d'un bon œil par le GRK irakien. En effet, le Kurdistan irakien est plutôt prospère, et cela grâce aux bonnes relations qu'il entretient avec la Turquie depuis la fin des années 2000. En fait, le GRK bénéficie d'investissements turcs, surtout dans le secteur pétrolier. De plus, les PDK et UPK sont des partis kurdes plutôt nationalistes, alors que le PYD syrien, comme le PKK, se revendique, comme je le disais, du communalisme libertaire et écologiste, où la notion de nationalisme kurde s'estompe, en tout cas en théorie. Ils prônent une société égalitaire, paritaire et respectueuse des minorités, ce qui leur permet d'ailleurs de rallier à leur cause certaines populations arabes yézidis et chrétiennes du Rojava. Donc pour toutes ces raisons, il faut garder à l'esprit que les relations entre les PDK et UPK irakiens et les PYD syriens et PKK turcs ne sont pas au beau fixe. Et ça raccorde avec ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas penser le peuple kurde comme une entité culturelle et politique unifiée. Et même à l'intérieur de chaque région, vous avez des Kurdes de Turquie qui ont une vision à l'opposé de celle du PKK, et même chose en Syrie pour le PYD, et même chose en Irak pour les PDK et UPK. D'ailleurs, en Irak, ces deux partis sont de moins en moins vus comme libérateurs du peuple kurde, mais plutôt comme corrompus et servant leurs propres intérêts. Ils ont une politique dure, appuyée par leurs services de sécurité et leurs milices privées, qui rendent leur règne autoritaire et qui remettent en question la liberté d'expression. Ils sont donc de plus en plus critiqués. Si on revient en Syrie, le Rojava est donc contrôlé par les forces kurdes, et il est divisé en 2014 en 3 cantons, celui de Cizré, celui de Kobané et celui d'Afrin. Les Kurdes gagnent du terrain grâce aux victoires sur l'État islamique, notamment à Kobané en 2015, à Raqqa en 2017. Et malgré la guerre, ce territoire parvient tout de même à s'organiser, grâce à ses ressources pétrolières qui parviennent à subvenir tant bien que mal aux besoins de la population, même si les exportations ont chuté, et aussi grâce à sa grande production céréalière, qui, même si elle a également largement ralenti du fait du manque d'irrigation, est parvenue à se maintenir suffisamment. Mais la situation se corse à partir de 2018. La région d'Afrin tombe entre les mains de la Turquie et fin 2019, Donald Trump décide de désengager les États-Unis du conflit en Syrie. Il fournissait notamment un indispensable appui aérien aux forces kurdes. L'armée turque a donc le champ libre et en profite alors pour mener une offensive le long de sa frontière. Par cette action, le président turc Erdogan souhaite donc empêcher la création d'un territoire autonome kurde à sa frontière et en même temps éviter d'offrir une base arrière aux forces du PKK, d'où elles pourraient mener des opérations de guérilla en Turquie. Il y a donc un double objectif. En Irak, au début des années 2010, la situation est en revanche plutôt prospère pour le GRK, malgré des tensions avec Bagdad, notamment autour de la question des revenus de l'exploitation du pétrole et du gaz, et concernant le statut que doivent avoir les Peshmerga, qui constituent de fait l'armée au Kurdistan irakien. Le gouvernement de Bagdad voit forcément ça d'un mauvais œil. Puis en 2014, l'État islamique gagne du terrain en Irak. Mossoul tombe en 2014 et Kirkouk est abandonné par l'armée irakienne. Les Peshmerga l'investissent aussitôt et la défendent contre les combattants de Daesh. C'est une opportunité pour les Kurdes car Kirkouk est une ville importante, longtemps disputée entre le GRK et le gouvernement irakien. C'est la deuxième ville pétrolière d'Irak avec des réserves estimées à 9 milliards de barils dans sa région, grâce à un énorme champ pétrolier. Puis en 2017, confiant, le GRK organise un référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien. Le oui l'emporte à 92,73%. Mais Bagdad rejette évidemment totalement ces résultats et son armée reprend des zones disputées, et notamment Kirkouk. Le gouvernement irakien essaye de pousser les Kurdes de la ville à partir pour Erbil, dans le but d'arabiser davantage la région et ainsi rendre illégitimes les revendications kurdes sur la ville. Massoud Barzani, alors président du GRK, avait confiance en ce référendum car il pensait qu'il recevrait le soutien de ses partenaires commerciaux et militaires. La Turquie, 15 milliards de dollars d'échanges par an, l'Iran, 6,5 milliards, et les États-Unis, qui ont été leurs alliés durant la lutte contre Daesh. Erbil a été un centre opérationnel de la coalition internationale. Mais tous l'ont lâché. Malgré tout, le GRK ne sort pas complètement perdant de cette séquence, car les échanges commerciaux avec ses partenaires continuent, et il possède maintenant un document officiel démontrant la volonté d'indépendance des Kurdes irakiens. Du côté de la Turquie est créé en 2012 le HDP, le Parti démocratique des peuples, issu du mouvement politique kurde. Puis en février 2015, une déclaration commune du gouvernement et du HDP
officialise la reconnaissance d'une identité kurde en Turquie. C'est une grande avancée. Puis en juin de la même année, le HDP obtient 13% des votes aux élections législatives et 80 sièges au Parlement. À ce moment-là, c'est le 4e parti politique du pays. Mais ces résultats empêchent le président Erdogan de mettre en place un régime présidentiel fort et ça rompt le processus de paix avec les rebelles. Et le PKK reprend la lutte armée. Les combattants du PKK, galvanisés par les victoires du PYD en Syrie, lancent des offensives à l'intérieur de plusieurs villes du sud-est de la Turquie, espérant que les populations se joignent à la révolte. Mais ce ne fut pas le cas et la répression de l'armée turque fut très sévère et de nombreuses destructions eurent lieu. Les membres du PKK abandonnent donc peu à peu les villes et se réfugient dans les montagnes. En Iran, on en a moins parlé, des affrontements ont lieu entre des rebelles kurdes et l'armée iranienne, mais de beaucoup plus basse intensité que dans les pays voisins. Et il faut noter qu'en 2017, le PDKI, principal parti kurde, est approché par les États-Unis qui souhaitent leur apporter leur soutien afin de déstabiliser l'Iran de l'intérieur. Mais le PDKI ne donne pas vraiment suite et en 2019, il négocie avec le gouvernement iranien, ce qui a pour conséquence d'apaiser un peu la situation. Donc si on résume la situation aujourd'hui, vous avez un Kurdistan autonome en Irak, qu'on peut dire solidement implanté depuis les années 90, mais toujours en conflit avec le gouvernement central pour le contrôle de territoires frontaliers. Un territoire contrôlé à majorité par les Kurdes en Syrie, le Rojava, mais dont l'avenir est très incertain car il dispose de très peu de soutien. Et à terme, ni la Turquie d'Erdogan ni la Syrie de Bachar ne souhaitent voir une telle entité s'installer durablement. Du côté de la Turquie, à mon sens, l'espoir réside plutôt dans une solution politique, avec des avancées législatives pour les Kurdes, plutôt que par les armes du PKK. Mais l'impérialisme et les désirs de toute puissance d'Erdogan sont un frein à tout progrès. Et en Iran, la situation est un peu en stand-by. En tout cas, le rêve d'un grand Kurdistan indépendant n'est clairement pas à portée de main. Et de toute façon, on l'a vu, étant donné les différences qu'il peut y avoir entre les Kurdes selon les régions, ce n'est peut-être même pas souhaitable. Donc des régions autonomes sur le modèle du Kurdistan irakien semblent être la meilleure option aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Alors c'est vraiment un résumé et une simplification de la situation, donc si vous voulez approfondir, vraiment n'hésitez pas, il y a toutes les sources dans la description. N'hésitez pas à me mettre un like non plus, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à me référencer. Et si vous voulez aller plus loin dans le soutien, il y a toujours les liens vers Tipeee et Utip dans la description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!